Alors à propos du scandale Orpea, tu as une interprétation particulière des causes qui l'ont rendu possible. Ah ben Orpea, le verre était dans le fruit dès l'ouverture du marché. On rappelle que Orpea, en fait, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte aujourd'hui. Mais enfin, l'histoire est la suivante. Nous avions des maisons de retraite qui étaient les hospices. Et puis, à la fin des années 80, vieillissement de la population, les besoins, perte d'autonomie, on commence à parler de cette perte d'autonomie, font qu'on a besoin de construire massivement des établissements pour ces personnes âgées dépendantes. Le gouvernement dit « je n'ai pas l'argent ». Donc, j'ouvre au marché. Et donc, Orpea n'existait pas au début des années 90. C'est un médecin qui a senti le filon, qui a créé Orpea. Orpea, aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est la plus grande entreprise mondiale de maisons de retraite qui, avec les bénéfices faits en France, a ouvert ces dernières années des maisons de retraite en Chine, là où s'ouvre un marché. Donc, c'est une stratégie de marché. Donc, la question, on peut toujours avoir le débat, est-ce qu'on est pour ou contre le marché ? Ça pourrait être intéressant, hein, mais avec des économistes, d'ouvrir ce débat. Mais il y a une chose qui est claire. Le domaine de la santé, et la santé au sens large, hein, avec ce qu'on appelle le médico-social, les maisons de retraite médicalisées, etc., ça ne peut pas relever du marché. Voilà, ça ne peut pas relever du marché parce que l'objectif du marché, c'est d'aller chercher des investisseurs et qui souhaitent quoi? Le meilleur retour sur investissement. Quand on est dans un domaine qui touche à l'humain, où l'essentiel des dépenses sont des dépenses de personnel, on va tirer sur quoi? Sur le personnel. Donc voilà, donc manque de personnel, et puis comme ça suffit pas... Personnel mal payé aussi. Comme, on le paye mal, et puis comme ça suffit pas, on tire aussi sur les achats, donc sur les couches, comme ça a été dénoncé. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de récrimination de la part du personnel, et c'est le cas d'Orpea, la CGT a porté plainte, on crée un syndicat maison, financé par l'entreprise. On fraude aux élections professionnelles pour qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir. Et dès qu'il y a... Le syndicat maison, c'est Orpea qui... Orpea qui a créé le syndicat Arc-en-Ciel. Et comme ça ne suffisait pas, il y a quelques années, Orpea a payé une officine pour infiltrer la CGT. Et quand on a porté plainte, Orpea nous a proposé une transaction pour qu'on retire notre plainte, a osé proposer à la CGT de lui verser 4 millions d'euros pour retirer sa plainte. Comme il l'a fait avec Victor Castanet, là, le journaliste qui a écrit cet ouvrage Les Fossoyeurs, là, sur Orpea, à qui il a proposé 15 millions d'euros. Et ça va même plus loin, parce qu'on a vu que le PDG qui a été licencié, comme il savait que l'ouvrage allait sortir, il a vendu ses actions 3 semaines avant pour ne pas subir la décote des actions qui a été brutale quand le scandale a éclaté. Donc on voit bien qu'il y a besoin de faire le ménage. Et faire le ménage, c'est dire aujourd'hui, et c'est un choix politique, et ce choix politique, il est clair, c'est de dire le domaine de la santé et du médico-social doit sortir du marché. C'est-à-dire que ça peut être du service public ou de l'associatif, c'est-à-dire du privé à but non lucratif. Et pour ça, moi j'ai 2 arguments. Un, si on faisait un référendum aujourd'hui, avec cette question, on gagnerait, je pense, à 80%. Voilà, ça c'est clair. Hein. Et puis, l'autre élément, c'est l'évolution. Enfin, je veux dire, la vie nous a donné raison. La vie nous a donné raison. Quand on disait non, le privé, on nous expliquait, mais non, mais c'est les médecins qui investissent, c'est les petites cliniques. Oui, c'était de l'artisanat. Aujourd'hui, ce sont de grands groupes internationaux qui investissent en France. Si on élargit aux cliniques, les 2 plus grands groupes de cliniques en France, Ramsay Général de Santé, capital australien, Elsan, c'était un fonds d'investissement anglo-saxon qui, après avoir fait la culbute financière, hein, qui a revendu une partie de ses actions, a été remplacé qui sont les nouveaux actionnaires des cliniques Elsan? La famille Bettencourt et l'assureur AXA. Donc, ce ne sont pas des philanthropes, ces gens-là. Ce ne sont pas des médecins de campagne. Ils sont là pour faire du business. Eh bien, la santé ne relève pas du business. C'était le slogan que l'on criait dans la rue en 2019, avant même la crise. Hein. La santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une entreprise. Eh bien, aujourd'hui, c'est simple. Hein. Demain, M. Macron est remplacé par quelqu'un qui nous écoute et qui applique ce qu'on demande. Il suffit d'un décret. Plus d'agrément sécurité sociale pour les activités à but lucratif dans le domaine de la santé et du médico-social. Voilà, on ne les tue pas, on leur demande simplement de changer de statut. Soit ils intègrent le public, soit ils intègrent le statut associatif à but non lucratif. Les agences, c'est pas stricto sensu la fonction publique? Ah non, l'agence régionale de santé, puisque les agences régionales de santé, ce ne sont plus des directions du ministère de la Santé.
Là-dedans, il y a du personnel, il y a encore un petit peu de personnel fonctionnaire, il y a un petit peu de personnel de la sécurité sociale et surtout, il y a des agents de droit privé. C'est pas du tout une administration. Et ces agences... Et le directeur d'une ARS, il peut venir n'importe où. On a certains directeurs d'ARS qui étaient avant DRH dans l'industrie. Voilà. Et on nous explique qu'ils vont pouvoir gérer une agence régionale de santé. Pourquoi on les juge compétents pour gérer une agence régionale de santé? Parce qu'il n'y a plus de technicité dans ces agences. Les médecins inspecteurs de santé publique, c'est-à-dire les médecins qui sont les médecins contrôleurs, leur nombre, là, ces dernières années, a diminué de 40%. Dans les agences régionales de santé, il reste des administratifs et des financiers. Il n'y a plus de vétérinaires, il n'y a plus d'ingénieurs de salubrité. Voilà. Donc les contrôles ne se font pas, ou quand ils se font, ils sont par les personnels qui ne sont pas très compétents pour contrôler. Et puis surtout, le scandale dans les EHPAD, c'est que les établissements sont prévenus à l'avance de la venue des contrôleurs. Donc forcément, ce jour-là, on passe un coup de balai, on fait tout propre, on s'arrange pour qu'il y ait le personnel suffisant avec des intérimaires, et tout va bien. Les entreprises peuvent faire appel à des auditeurs extérieurs qui vont venir regarder comment ça se passe, qui vont faire un beau rapport, et ce rapport est envoyé à l'administration. Le problème, c'est que dans l'administration, il n'y a plus les compétences pour analyser ces rapports. Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de contrôle direct. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'officine de contrôle qui est mandatée par l'entreprise et payée par l'entreprise, si elle est payée par l'entreprise, qui paye décide. Donc forcément, on peut avoir un doute sur le contenu du rapport. Alors, si je comprends bien, cette structuration particulière ne touche pas encore les EHPAD, mais est-ce que elle touche d'une manière le monde du grand âge? Elle touche l'ensemble du dispositif, y compris le domaine de la santé, puisque le gouvernement, et M. Véran l'a encore réaffirmé récemment, considère que son administration n'est pas en capacité d'élaborer une stratégie cohérente de lutte contre le coronavirus et a fait appel au cabinet McKinsey et à d'autres pour pouvoir avoir des rapports leur expliquant comment on allait organiser la vaccination en France. Mais qu'est-ce que connaît McKinsey au système français? Moi, j'ai l'habitude de ces rapports. À l'hôpital, on en a en permanence pour les restructurations dans les hôpitaux. Une bonne partie des rapports, je peux les rédiger. C'est souvent du copier-coller. Ils viennent dans un hôpital, ils disent toujours la même chose. Il faut faire des économies, réduire le personnel, fermer des lits. Voilà. Bon, il faut un rapport, ça coûte 300 000 €. Ils vont dans l'hôpital en face, de nouveau 300 000 €. Il faut un copier-coller, ils changent juste le nom. Hein, voilà. Donc, arrive un moment donné, on a assez de ces cabinets d'audit. Mais c'est la méthode du gouvernement Macron. Il vient de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il n'a aucune confiance. Et ça pose un problème. On revient au problème de démocratie. Parce que qu'est-ce qu'assure la permanence de l'État? C'est bien les fonctionnaires, les administrations, les politiques passent. Hein, ils sont là élus pour 5 ans, après c'est un autre. Mais qui assure la continuité du fonctionnement de l'État? Les fonctionnaires. Si on démantèle l'administration, il n'y a plus de continuité de l'État. C'est la jungle, tout le monde fait ce qu'il veut. Et on aura des scandales qui vont se multiplier, des accidents, parce que les entreprises ne sont plus contrôlées. Les entreprises à risque sanitaire, aujourd'hui, ne sont plus contrôlées comme elles devraient l'être. Et des accidents comme AZF ou Lubrizol, on risque d'en avoir encore d'autres.